Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, soyez les bienvenus sur La Voix du Djibouti. Ce soir, nous sommes le mardi 1er novembre 2022 et nous sommes à la 79e épisode de notre émission Enquête de la semaine. Ce soir, nous allons vous diffuser la deuxième partie de notre interview avec le capitaine Omar Ali Hassan, qui va nous parler de l'état de l'armée djiboutienne. Effectivement, nous n'allons pas résumer dans une émission sur l'étendue, on va dire, des dégâts sur l'armée nationale à Djibouti, son état et le dysfonctionnement dont elle est victime. Nous allons effectivement parler dans d'autres émissions l'état de l'armée djiboutienne, ou en tout cas les impacts de la malgouvernance sur l'armée djiboutienne. Ce soir, nous allons juste nous concentrer sur l'état de l'armée djiboutienne avec le capitaine Omar Ali Hassan, la deuxième partie de notre entretien. Merci. Donc, maintenant, si on part pour Djibouti, vous avez servi à l'intérieur du territoire djiboutien. Vous avez été affecté dans le nord, si je me souviens un petit peu ce qu'on s'était dit. Dans le nord, quel était l'état de l'armée djiboutienne dans le nord du pays? On a l'impression que depuis 2011, cette partie de Djibouti est une zone de guerre. Est-ce que vous avez ressenti ça lorsque vous étiez affecté dans le nord du pays? C'est-à-dire, vous avez été affecté où déjà dans le nord? Est-ce que c'était dans la région de Tajora ou la région d'Obok? D'accord, il faut dire que je suis revenu donc de ma formation d'officier d'infanterie spécialisée en Allemagne en 2008. C'était donc juste après la guerre de Doumera, quand la guerre avait eu lieu. Et donc, directement, j'ai été envoyé là-bas après avoir préparé ce qu'on appelle le renfort à Ali Ouneh avec le bataillon Marche. Donc, un renfort a été organisé rapidement et donc on a dû les instruire à Ali Ouneh. Ensuite, on est parti renforcer les positions à Doumera. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai donc été informé de la situation sur place en tant que commandant d'unité. J'avais remplacé l'unité de mon ami Elmi, qui est mort d'ailleurs pendant le conflit avec les Érythréens. Et donc, nous prions que Dieu l'accueille dans son paradis, ainsi que tous les autres. Et d'ailleurs, je tiens encore une fois à envoyer mes condoléances à toutes les familles des soldats qui ont perdu donc leur vie, que ce soit à Djibouti ou en Somalie. Et prompt rétablissement aux blessés. Oui, j'ai eu ce sentiment-là, mais pour nous, il faut savoir que l'histoire même de Djibouti, ma génération, ne la connaissent pas. La majorité de Djiboutiens, avant les réseaux sociaux, ne connaissent pas leur véritable identité. Je peux vous dire que je ne connaissais pas Ahmed Dini, moi. C'est maintenant que, quand je suis venu ici, à travers les réseaux sociaux et mon activisme, que j'ai appris la politique du pays et l'histoire. Et c'est le cas de la majorité des Djiboutiens. À l'école militaire, on n'enseigne pas comment ce drapeau-là est né,
comment l'indépendance est née. Ce n'est pas enseigné. Et normalement, ça devait être enseigné pour le patriotisme, pour la fierté, donc pour les couleurs, et surtout quand on est soldat. Bref, pour nous, les malfaiteurs étaient des Érythréens. Suite à la guerre, l'Érythrée a formé des guérillas qui sont purement érythréens pour s'infiltrer et harceler les différentes positions du nord, que ce soit à Obok et à Tadjoura. Et pour moi, le Frut, donc, n'existait pas à cette époque-là, parce qu'en même temps, avant de partir en stage, un de mes amis, est actuellement d'ailleurs le colonel qui commande donc Tadjoura, Ali Shihim, c'est là que j'avais commencé à entendre parler du Frut, c'était à l'école militaire, où on était ensemble en 2003, avant de partir en stage en Allemagne. Et donc, c'est là que je l'ai connu, et voilà, je suis du Ouagari, et voilà, j'étais du Frut et tout cela, et c'est là que j'ai entendu parler du Frut. Mais pour nous, ce n'était pas des éléments du Frut. Et donc, oui, j'ai été donc stationné là-bas. J'étais stationné à Sagela, je connais très bien la région, Obok aussi. Et vraiment, le nord est coupé du reste de Djibouti. La population souffre beaucoup. Mais moi, en tant que responsable militaire, j'ai toujours aidé la population. Et d'ailleurs, j'ai été à Karaptissan et on pourra en parler d'ailleurs. Justement, je vous ai posé cette question parce que beaucoup de Djiboutiens sont un peu surpris. Ce qui s'est passé, ce qu'on leur a dit en tout cas, ça s'est passé dans cette partie de Djibouti. On a entendu une histoire indiquant qu'il y a des éléments, on va dire terroristes, qui ont attaqué un camp. Là aussi, les choses sont un peu floues parce qu'on nous parle des gendarmes et des militaires. Un camp, gendarmes ou militaires en tout cas, ont attaqué un emplacement de l'armée djiboutienne et ils ont tué 7 soldats djiboutiens. Ils en ont pris 6 otages, 6 autres en otages et ils ont laissé 4 blessés. Lorsqu'on entend les choses de cette manière, on peut se poser des questions sur l'état de l'armée djiboutienne. Comment se fait-il qu'une armée, on va dire, dans cette région, plus ça qui est considérée presque comme une zone de guerre depuis presque 30 ans, comment des éléments de terroristes, parce qu'apparemment il y a une loi aussi qui a été dans la foulée adoptée à Djibouti, qualifiant le Frut armé comme un élément terroriste. Donc, comment des éléments terroristes de cette manière-là ont pu s'infiltrer à l'intérieur du pays, tuer 7 soldats, prendre d'autres, sans que de l'autre côté, nous n'avons pas ni de morts, ni de personnes qui ont été capturées. Et comment ils peuvent garder un camp de l'armée pendant presque 5 heures. D'accord. C'est des questions que beaucoup aujourd'hui se posent. À votre avis, quel est l'état de cette armée dans le nord? Et est-ce que vous connaissez ce camp-là? Comment est-ce qu'il est occupé par des gendarmes ou par des militaires? Ça, c'est pour déjà éclaircir ces points où on mélange beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on dit terroriste, c'est-à-dire il y a des éléments, en tout cas des gens qui tuent des gens non combattants. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les gens qui étaient dans ce campement, dans cet emplacement de l'armée, est-ce que c'était des gendarmes ou est-ce que c'était des militaires? Bon, en ce qui concerne l'état des lieux des forces armées djiboutiennes, il faut savoir que le budget de l'armée est de 13 milliards 614 millions 823 525. C'est un chiffre. Alors, moi, cette année, donc depuis que j'ai démissionné pour dénoncer la corruption, j'ai partagé assez de preuves flagrantes en ce qui concerne l'état des lieux des militaires. Il n'y a pas que le Nord. J'avais partagé un poste qui se trouve à Antar. J'avais partagé... Antar, voilà. pour le Oui, initié, Antar.
qui nous D'accord. écoutent, qui vont nous écouter. D'accord, un poste checkpoint Antar, qui était donc un checkpoint par lequel moi je passais, je traversais à chaque fois pour aller au bataillon d'intervention rapide que je commandais dernièrement à Ali Oné. Antar se trouve à côté de Damerjoug, Damerjoug qui est à une quinzaine de kilomètres De de Djibouti. Djibouti. Donc Antar à tout casser est à 20 kilomètres. Très bien. Alors j'ai montré un soldat avec une tenue délabrée et dans le poste est un amas de cailloux et le toit était une tôle qui était, comment dirais-je, rouillée. J'ai partagé ces photos-là. La réaction de l'armée, c'était donc d'amener une tente à la place. J'ai partagé aussi un camp qui se trouve à Ali Sabieh qui est à 90 km au sud de la capitale Djibouti. Et donc, un des camps avancés du BIAS, le bataillon d'intervention, le bataillon interarmé d'Ali Sabieh, j'avais montré un camp qui est constitué d'amas de pierres. Or, les pierres ne protègent pas le soldat. Il suffit d'envoyer une roquette. Les éclats de la pierre Peuvent tirer aussi. font beaucoup plus de blessés. Et j'ai montré les lits qui sont cassés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Réaction de l'armée. Ils sont partis construire le camp et ils ont ramené des nouveaux lits. Mais ça, c'est une goutte d'eau donc dans la mer. Voilà, c'est une seule goutte d'eau. Alors qu'en même temps, à Ali Sabieh, tous les camps sont dans cet état-là. J'ai partagé le général Zakaria qui se fait construire une villa par l'armée à Djibouti. C'était où, cette villa? C'était à Ali Sabieh. Elle a été construite par les soldats du BIAS. Voilà, ce n'est pas une accusation. Vous avez des preuves? Oui, nous avions des preuves, bien sûr. Les soldats eux-mêmes. Voilà. Et la même chose aussi, et ça a été donc repris aussi par d'autres radios hein, que les gens écoutent. La même chose à Haramous, une grande maison. Et vous avez vu, j'ai montré donc avec les photos, Bouldoro, Cher Farah, les réfugiés, ce sont des Djiboutiens qui sont traités comme des réfugiés, qui se trouvent d'ailleurs. Ça, c'est des civils. Aujourd'hui, on parle de l'armée. Est-ce que c'est l'armée? Oui. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que juste à côté de ces civils-là, il y a un terrain qui fait au moins 4 terrains de football qui est aménagé par l'armée. Voilà. Faut demander. C'est pas une base non, militaire? C'est un jardin. C'est un jardin. Voilà. Il faut demander. On peut facilement trouver des gens. Et d'ailleurs, j'ai montré les vidéos avec des civils qui étaient en train de commenter, de dire voilà le jardin du général Zakaria. Et voilà où se trouvent les réfugiés, soi-disant réfugiés, alors que c'est des Djiboutiens de Bouldoro. Donc, l'état des lieux de l'armée. Nous avons montré c'est les gens qui sont Cher Farah. Voilà, sur la voie de Djibouti, exactement. Exactement. Donc, en tout cas, avec 13 milliards de budget, comment se fait-il que le soldat touche 47 000 francs? Djibouti, qui est à peu près 250 $ par mois. Comment le soldat peut-il vivre avec 250 $? Alors, l'état des lieux est le même partout, sauf qu'il y a certains camps dont, par exemple, les militaires américains ou les partenaires français ont reconstruit. Par exemple, les postes de Guestir, Assamo, Kabah, sous couvert de contrats donnés à des civils, ont été reconstruits, pleinement reconstruits. Mais sinon, 80% de l'état des lieux des forces armées djiboutiennes, catastrophique. Voilà. Et Karabtissan, pour en revenir, donc, se situe entre Balho et le lac Assal. Donc, il se situe à 66 km à vol d'oiseau au sud-ouest de Tadjoura. Et donc, les gens vivent comme dans la préhistoire. C'est des gens qui sont très pauvres. L'année dernière, d'ailleurs en 2016, nous avons un jeune qui est un activiste qui est
spécialiste dans le social, qui s'appelle Charlie Laadé, et d'ailleurs, vous l'avez invité plusieurs fois, je pense, était parti là-bas pour dire, écoutez, les enfants ont besoin d'une école. Il y a des gens qui habitent là-bas et ils souffrent. Et donc, une construction préfabriquée a été déposée là-bas, mais sinon, les gens vivent vraiment comme dans la préhistoire, sont très pauvres. Donc, le camp de Karatissan est un camp militaire. En descendant de Doumera avec mon unité, donc comme on avait fini la mission, c'était en 2010 de Doumera, on devait faire une pause. Et donc, mon unité devait rejoindre son camp de base qui est Arta, les forces d'action rapide qui sont à Arta. Et donc, on m'avait dit, OK, vous allez descendre en même temps en passant et en contrôlant les différentes régions, les différents secteurs où on soupçonne que des malfaiteurs à cette époque-là, donc c'était les Érythréens, or c'était le FRUD. Donc on est passé par là-bas, on est passé donc par l'ouest et on a dû traverser donc Karaptissan. Et arrivé à Karaptissan, donc on m'a demandé donc de relever une section qui se trouvait là-bas, la section des forces spéciales qui était commandée par le commandant Areita, que Dieu ait pitié de son âme, qui est mort d'ailleurs en Somalie. Hein. Il faisait partie du premier bataillon. Et donc, c'est lui qui a ouvert le camp de Karaptissan. Même chose, le camp de Karaptissan n'est pas un camp, est un camp comme les autres camps, c'est un amas de pierres. Ouais, justement, la question Voilà, que je voulais vous poser, c'était comment il est construit ces camps? Voilà, il est construit comme la majorité des camps isolés, c'est-à-dire que la défense, ce sont des amas de pierres qui sont alignés pour servir de mur. Et puis voilà, quoi, l'état-major ne donne pas les moyens aux soldats de se protéger, d'être opérationnels et de pouvoir mener à bien sa mission de sécurité. Mais un autre grand problème, c'est l'armée aussi. L'armée n'est plus nationale, ça il faut le dire. Et on va en revenir, c'est devenu Qu'est-ce que vous notre entendez par familiale. l'armée n'est plus nationale? Voilà. Donc, on va en venir. Finissons avec Karaptissan. Mm-hmm. Et donc, Karaptissan, moi, j'ai vu une population très, très pauvre. Donc, des hommes qui devaient aller avec le troupeau maigre qu'ils avaient la journée, pendant que les femmes devaient marcher 4 à 5 kilomètres pour aller se ravitailler en eau, avec des jerrycans de 25 litres, donc 25 kilos sur le dos. Et donc, je les aidais à transporter cette eau-là parce qu'une des missions des militaires aussi dans les postes avancés, c'est de secourir, de contribuer au bien-être de la population. Mais ce qui s'est passé, c'est le contraire. L'année dernière, donc là, je confirme, c'est un camp militaire, ce n'est pas un camp de gendarmes. Si après ça, l'unité militaire a été remplacée par une unité de gendarmes, c'est possible. Mais moi, à mon époque, c'est un camp militaire. Voilà. Qui était appuyé par le camp de Balhou, qui a une vingtaine de kilomètres. Il n'y a pas de moyen de télécommunication à l'intérieur de l'armée? Comment se fait-il qu'il y a 5 de combattants, que ce soit des éléments des fruits d'armée ou des combattants étrangers, puissent garder un camp pendant 5 heures? Il n'y a pas de moyens de secours à l'intérieur de l'armée? Ces camps-là, quel est le camp le plus proche qui peut intervenir et aider? Il faut savoir que Karaptissan est sous la responsabilité du régiment interarmé de Tadjoura, le colonel Ali Shehem. Et donc, le poste le plus proche est le poste de Balhou, au nord de Karaptissan, mais aussi la position de Lac Assal. Et au Lac Assal, on sait qu'il y a des gendarmes qui sont positionnés. Donc, bien sûr que tous les camps ont des moyens de transmission. Les camps ont des moyens de transmission. Mais je rappelle que nous avons de multiples exemples. Il suffit d'aller sur Internet. Nous avons des exemples où, par exemple, même si je ne peux pas comparer les Chebab au FRUD, parce que le FRUD, d'ailleurs, leur délégué est passé sur Djibouti TV, j'ai pu donc l'interviewer pour qu'il partage
leur message avec la population djiboutienne et ils ont fait un communiqué d'ailleurs. Le fruit, donc les chebabs, que je ne peux pas comparer aux fruits, mais nous avons des exemples où les chebabs ont pris le contrôle de camps de l'Amisom, où étaient stationnés des cinquantaines, des centaines de soldats Amisom bien équipés, où ils ont pris à l'assaut et ont gardé le camp pendant des heures, ont tout pris et ont filmé, et toutes ces vidéos-là sont sur les réseaux sociaux. Et donc, on peut prendre un camp si le chef de camp et ses soldats ne sont pas des gens qui sont vigilants, même si leur camp n'est pas très bien protégé, mais que les soldats sont très, très vigilants, ils peuvent se défendre. Mais là aussi, si vous avez une centaine de personnes qui attaquent un camp isolé de 20 personnes, eh bien, c'est normal que le camp peut être facilement pris et occupé pendant plusieurs heures. Et même c'est arrivé aux Américains, hein, en Afghanistan, il y a des camps comme ça qui ont été pris par les terroristes et qui ont été occupés et qui ont été donc vidés. Donc, militairement, c'est possible de prendre des camps. Mais là, il y a un constat qui est clair, c'est le constat que les forces armées djiboutiennes ne sont pas opérationnelles, parce que s'ils étaient opérationnels, ils allaient avoir des camps qui sont bien protégés, une conduite à tenir bien précise, une politique de défense qui n'existe pas au sein du ministère de la Défense. Et là, maintenant, je veux en venir que cette armée est devenue une armée familiale. Ce n'est plus une armée nationale, et ça, il faut le dire. Très bien. Vous allez nous préciser un petit peu en détail sur ces points. La question que je voulais vous poser, c'est beaucoup de Djiboutiens doutent clairement qu'il y a des éléments, des fruits dans le nord. Les Djiboutiens disent que lorsqu'il y a des élections qui se passent à Djibouti, on a l'impression qu'il n'y a pas de zone de guerre dans cette région. Par contre, lorsqu'il y a déplacement d'autres personnes ou lorsque, par exemple, en 2013, l'opposition n'était pas autorisée à aller dans cette partie, mais le parti du gouvernement, le RBP et même le président de la République, lorsqu'il veut prendre quelques jours, il peut aller même à Daï, il peut rester là-bas. Les Djiboutiens se posent clairement la question aujourd'hui de dire est-ce que ce n'est pas une comédie organisée par l'État djiboutien pour, on va dire, faire croire à la population, en tout cas condamner une partie de la population djiboutienne dans des conditions misérables et de couper le pays en deux et se mettre au milieu. Est-ce qu'on ne peut pas, est-ce que c'est deux théories de complotistes ou est-ce qu'il y a quand même certaines réalités? Écoutez, c'est une question très importante et c'est le fruit qui doit, donc, responsable des fruits qui doivent en répondre. Moi, je ne fais pas partie du fruit, je suis un activiste indépendant. Le fruit fait partie des signataires de la CTD, mais ça ne veut pas dire que donc, les membres qui ont signé cette charte-là sont responsables de ce qui arrive là-bas. Non, c'est le fruit. Il faudra leur poser la question. Sur ce point-là, moi, ce que je peux dire de par mon expérience, c'est que toute comédie a une fin. Comédie ou pas, nous, Djiboutiens, nous devons faire en sorte de mettre les choses au clair. Et toute chose a une fin. Mais moi, en 2010, par exemple, il n'y avait pas des élections. Mais en 2010, j'effectuais donc des opérations au nord. Comme je vous ai dit, 2008, il y a eu la guerre avec l'Érythrée. Et donc, jusqu'à 2010, on était positionné à Douméra. Et ensuite, moi, j'ai été envoyé en mission dans le secteur de Obok, qu'on appelle Haïssitou. Et là-bas, j'ai eu un accrochage. Et j'ai perdu un homme. Voilà, j'ai perdu un homme, un caporal djiboutien qui était issu de la communauté Afar. Et donc, que Dieu ait pitié de son âme. Et moi-même, j'ai failli y passer. Et vraiment, c'était un accrochage très violent, mais on a su se défendre et reprendre la position qui était la montagne de Hessitou. On était au puits. Et donc, les éléments qui étaient donc positionnés là-bas ont été attaqués.
Et donc, les rebelles voulaient prendre cette montagne-là, mais grâce à la riposte, on a pu les empêcher de prendre les hauteurs. Et donc, à cette époque-là, je le rappelle, pour nous, c'était des Érythréens. Mais en 2015-2016, il y a eu des opérations auxquelles j'avais participé. Moi, j'étais à Saguela et nous étions 2 unités. J'étais en appui à quelques kilomètres d'une autre unité qui était commandée par Ali Shirim, le colonel actuel. Et donc, il y a eu un accrochage à aller sur le plateau de Dalha. Et à ce moment-là, il y a 2 combattants qui sont tombés. Et après, quand on les a rejoints, après que donc, les échanges se sont arrêtés et que donc, les rebelles se sont repliés, j'ai rejoint l'unité de Ali Shirim sur le plateau pour voir ce qui s'est passé. Et donc, les 2 combattants n'étaient pas des Érythréens, mais des Afars. Et c'est là que j'ai dit, que j'ai témoigné, écoutez, bon, et ces 2 personnes-là ont été reconnues des habitants des jeunes de Girori, qui est un village de la région de Tadjoura qui est très connu. Et donc, c'est là que je me suis dit, écoute, le FRUD existe. Donc, vous essayez de nous dire qu'il y a une partie du territoire djiboutien qui n'est plus sous contrôle de l'État, de l'armée djiboutienne. Écoutez, il y a des éléments qui circulent à l'intérieur du territoire djiboutien et que de l'autre côté, l'armée djiboutienne, elle est omniprésente dans le nord, c'est qu'il y a un problème. Exactement. Il faut dire que l'armée djiboutienne n'est pas présente partout. Le territoire au nord, il est vaste et c'est un terrain difficile d'accès. Il faut dire que le FRUD aussi, il ne faut pas minimiser, c'est des gens d'expérience et c'est des gens qui sont aguerris. Et c'est des gens qui se battent quand nous, on était enfants. Et ces gens-là, donc, combattent en cette expérience de terrain. Et c'est leur région aussi. Donc, c'est au FRUD de répondre à cette question-là, de dire que voilà. Avec plaisir de la poser. Voilà. Mais il faut rappeler que le FRUD avait communiqué à travers leur commandant, Daoud Omar, l'année dernière. Il s'était adressé donc aux Djiboutiens et aux soldats en leur demandant de ne pas les combattre, qu'ils combattaient pour la cause nationale. Et d'ailleurs, pourquoi donc le frère du combattant, du commandant, après son communiqué, a été arrêté, et d'ailleurs il est mort, hein, il a été mis en prison, torturé, relâché, très très affaibli. Nous avons vu les photos avant et après, et ensuite il est mort. Et l'année dernière, Karabtissan, qu'est-ce qui s'est passé à Karabtissan l'année dernière? Les populations ont été déplacées de force, des populations civiles, et ont été expulsées et se trouvent à Elidar et l'ARDHD et la Ligue des droits de l'homme et tous les activistes ont partagé le témoignage en images, en vidéo sur les réseaux sociaux. C'est qu'il faut dire quand même qu'il y a une répression du côté de l'armée. Et donc, pour le FRUD, pour plus d'éclaircissements, il faudra les inviter et leur poser ces questions. Et j'encourage donc les leaders du FRUD, les cadres du FRUD à venir et à s'expliquer sur la voie de Djibouti. Merci. Nous lançons l'invitation également pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils puissent expliquer aux Djiboutiens, parce que beaucoup de Djiboutiens aujourd'hui se posent cette question, de se dire comment se fait-il que lorsque les gouvernements, en tout cas le président de la République du Djibouti, se promène dans le nord, on a vu même des ministres qui se promenaient, même un président du Parlement djiboutien qui s'est promené tout seul, qui s'est photographié tout seul dans cette région où on dit qu'il y a une guerre et qu'il y a des soldats, il y a des accrochages, qui s'est promené tout seul comme s'il n'y avait aucun problème. Donc, alors, sur ce point, je voulais dire quelque chose. La réalité est tout autre parce qu'il faut savoir que quand des personnalités se déplacent, il y a toute une sécurité, tout un cordon de sécurité de gendarmes, de policiers, mais de militaires aussi. Donc, il y a certaines personnes qui ont dit, par exemple, pourquoi le FRUD n'a pas attaqué la ville de Tadjoura. Il faut savoir que quand il y a des parlementaires, quand il y a un premier ministre et tout cela, d'un côté tactique, et ça, ils le savent, le FRUD, c'est des gens qui sont quand même expérimentés depuis 90. Ils savent qu'il y a des centaines, voire des milliers de soldats
Parce que ces gens-là, vous savez, ils aiment la vie plus que nous, hein, ces politiciens. Et donc, ils sont vraiment bien gardés. Il faut savoir aussi que, à l'inverse des forces armées djiboutiennes, de l'armée, ils ont des postes dans tout le territoire. Mais les combattants du FRUD, qui font donc la guérilla, n'ont pas des camps. Et donc, c'est pourquoi... Pas de point fixe. Voilà, ils n'ont pas des points fixes et ils courent beaucoup de risques en faisant des opérations. Et d'ailleurs, si Karaptisan, ce n'est pas la première fois que Karaptisan est attaqué. Moi, quand j'étais stationné là-bas, nous avons eu des accrochages sur le plateau de Siarou. Le commandant Areta aussi. Ce n'est pas la première fois que Karaptisan est attaqué ou que Balho a été attaqué et Bouya et Margoïta. Pourquoi toutes ces positions? C'est parce qu'ils sont pas loin de la frontière, des frontières éthiopiennes et érythréennes. Je ne veux pas dire que donc ils ont peut-être des arrière-bases là-bas, mais il y a des frontières. Voilà. Très bien. Alors, si on revient encore sur l'armée djiboutienne, cette armée, Djibouti est une caserne militaire internationale. Cette armée, normalement, devrait être équipée, aidée par les puissances étrangères à Djibouti. Comment se fait-il que l'armée djiboutienne, parce que si on regarde un petit peu, même vous avez décrit les campements qui sont même reconstruits, d'autres campements qui sont encore à l'état, on va dire, primitif, comment se fait-il que Djibouti, pendant presque, l'armée française, elle est là depuis l'indépendance, l'armée américaine est là depuis presque 20 ans, comment se fait-il que Djibouti, l'armée djiboutienne, ne bénéficie pas des retombées des armées qui sont à Djibouti? Il y a tous les systèmes, on va dire, de surveillance, des radars qui sont disponibles à Djibouti. Aujourd'hui, on peut regarder, lorsqu'on voit la guerre qui se passe en Ukraine, on peut voir partout, l'armée américaine elle est capable de voir avec ses satellites, partout. Pourquoi l'armée djiboutienne n'est pas capable, avec tout l'arsenal militaire américain, chinois, qui est disponible à Djibouti, de surveiller les territoires djiboutiens complètement? Eh bien, il y a une politique de défense qui fait de sorte que les forces armées djiboutiennes ne soient pas indépendantes à 100%. C'est donc une des politiques menées d'ailleurs et qui est critiquée aujourd'hui en Afrique de l'Ouest par la politique française. Et donc, après 45 années d'indépendance, eh bien, l'espace aérien djiboutien est contrôlé par la France, par les forces françaises stationnées à Djibouti. Nous ne sommes pas souverains à 100%. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas une politique de défense, encore une fois, comme je l'ai dit. C'est la France qui empêche Djibouti d'avoir son armée, son indépendance armée, ou est-ce que c'est l'État de Djibouti, c'est-à-dire le gouvernement djiboutien, qui ne veut pas une armée forte? C'est l'État qui ne veut pas une armée forte, mais aussi donc la France veut avoir une grosse affluence et donc c'est pourquoi d'ailleurs l'espace aérien est contrôlé par les Français. Or, il peut être contrôlé par les Djiboutiens. Djibouti, c'est un pays de 23 500 km². L'espace aérien facilement peut être contrôlé par notre armée. Depuis 45 ans, il n'y a pas eu de politique, une politique de défense. Et le problème, c'est que les cadres, les responsables de l'appareil de défense et de sécurité, pour la majorité d'entre eux, sont des gens incompétents, premièrement. Deuxièmement, c'est devenu une entreprise familiale. Mais il faut le dire aussi, cette armée maintenant, aujourd'hui, Djibouti est composée de plusieurs composantes communautaires. Il y en a deux qui sont majoritaires, les Afars et les Issa. Il y a les Gadaboursi, les Arabes et les Issacs, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont et les téléspectateurs doivent comprendre que la communauté Afar a été donc marginalisée dans la politique de recrutement ou dans la politique de répartition
que ce soit dans la défense, dans la sécurité, ou même dans les points stratégiques, la finance. Et donc aujourd'hui, cette armée djiboutienne n'est plus nationale, elle est familiale parce que la majorité des commandants, la majorité des chefs de corps, sur une douzaine de chefs de corps, un seul est issu de la communauté Afar. Il faut parler des vrais problèmes aujourd'hui. Le vrai problème, c'est que cette armée-là est commandée par des cousins. Alors, je donne un exemple. Le chef d'état-major général des armées est issu du clan des Issa, du sous-clan des Mamassan. Alors, le commandant de la garde républicaine, c'est aussi un Mamassan. Le chef de la sécurité nationale, c'est un Mamassan. Les forces aériennes, la marine, la garde-côte, l'académie militaire interarmes, la division logistique, c'est devenu une petite famille. Donc, c'est ça le problème. Les officiers qui sont issus des communautés, des autres communautés, qu'ils soient Issa ou qu'ils soient Afar, qui sont compétents, sont écartés. Et seuls des officiers qui suivent et qui appliquent à la lettre la corruption qui est pratiquée au sein des forces armées djiboutiennes ou au sein de l'appareil sécuritaire de défense sont retenus. Et donc, il y a ce gros problème-là. Et c'est pourquoi une partie de la population voit en cette armée aujourd'hui comme une armée d'occupation. Voilà. Vous dites une partie de la population. Elle est où cette partie de la population? C'est la partie qui est au nord, c'est la communauté Afar, il faut le dire. Ils voient aujourd'hui, ils ne se voient pas à l'intérieur de cette armée-là, c'est-à-dire la communauté Afar ne se reflète pas, n'en parlant pas des autres communautés, et elle est donc à chaque fois harcelée dans le nord, n'est pas libre de circuler et le développement est refusé donc pour la partie nord de Djibouti. Vous le savez très bien, même les politiciens de l'opposition ne peuvent pas se rendre là-bas pour faire campagne. Donc il y a un embargo, il y a une réalité qui est maintenue et les forces partenaires qui sont stationnées à Djibouti, je parle de la France parce que c'est l'ancien colonisateur et donc les FFDJ qui ont une très grande influence sur Djibouti, doivent aider les partis de l'opposition, la société civile djiboutienne à réaliser ce changement, cette transition qui risque de mener le pays vers le chaos. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont constitués une armée qui protège leurs intérêts. Et de l'autre côté, l'armée est malmenée. C'est ça qui est dommage. Les militaires ne sont pas protégés et meurent au front parce que leur budget est utilisé pour des fins personnelles. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'enverrai un message donc, aux responsables militaires, mais aussi civils, à la fin. Nous arrivons presque, comme vous dites, à la fin de notre entretien, notre émission. Et donc, ma question, on va dire, pour finaliser, ou en tout cas pour arriver au bout de notre émission, c'est quel est aujourd'hui le message? Si vous avez un message à passer vous avez parlé d'une armée mal lotie, en tout cas les soldats de l'armée mal lotie, d'une armée corrompue, mais cette armée, on a l'impression que même s'il y a de cousins ou en tout cas une famille qui est au pouvoir, cette famille, en tout cas ce cousin, il devrait y avoir au moins quelques-uns qui devraient penser à l'avenir du pays, l'état où elle est. Pourquoi on a l'impression que l'armée djiboutienne est complètement anesthésiée, qu'elle n'existe pas? Vous savez, la drogue fait partie de la réponse à votre question, joue un rôle majeur dans l'anesthésie. Moi, mes unités, tout le temps, vous savez, tous les Djiboutiens, la majorité des Djiboutiens est brute, 4. Cette feuille-là, mâche cette feuille-là. Moi-même, je mâchais cette feuille-là, mais une fois par semaine. Et mes soldats,
je ne leur donnais pas accès à cette drogue-là, alors qu'il faut savoir que dans la majorité des camps, tous les jours, ils ont accès facilement au khat. Même le khat est importé dans les casernes. Il y a certains soldats qui sont en lien avec les chefs de corps qui leur permettent de commercialiser le khat à l'intérieur des camps. Et ils ont même une liste, ils ont donc un registre. Et ce registre-là est à la fin du mois transmis au comptable du corps qui va retrancher l'argent consommé par les soldats. Donc, les soldats sont, et donc ils sont anesthésiés par cette drogue-là, premièrement. Ils n'ont pas une bonne nourriture. Et donc, ils ne sont plus opérationnels. Et ils n'ont pas d'argent. Donc, ils n'ont rien pour compenser tout cela. Et donc, c'est pour cela qu'ils sont anesthésiés de ce côté-là. Et il y a une anesthésie de la compétence. Tous les officiers compétents ont été écartés, éloignés dans les ambassades, mis à la retraite, alors que le général Zakaria est en service depuis 1957. Il y a des officiers qui sont nés après 1957, qui sont compétents, mais qu'il a mis à la retraite. Et vous le savez très bien. Et il y a d'autres qui sont compétents, mais qui ont vendu donc leurs compétences à l'ignorance et à la corruption. Et c'est dommage. Hein, et ils vont regarder cette émission-là, ils se reconnaissent. Et donc, les officiers donc, qui peuvent changer les choses avec la société civile, moi je ne parle pas de coup d'État, mais il suffit de faire une vidéo et de refuser, de dire non, on refuse cette situation qui nous mène au chaos, surtout les gens qu'on a envoyés à la retraite ou les gens qu'on a écartés pour leurs compétences, sans prendre les armes, comme le FRUD l'a fait, et c'est légitime pour le FRUD, parce que le FRUD, les accords qui ont été passés avec le FRUD n'ont pas été respectés jusqu'à aujourd'hui, comme les accords de 2013. On vous laisse la responsabilité de ce que vous dites, parce que nous, on ne peut pas, sur le média La Voix de Djibouti, dire qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est leur droit non, mais le FRUD... Mais nous n'avançons pas de notre côté de dire qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils ont fait. Non, mais écoutez, ils ont le droit de faire cette lutte armée parce que cette lutte armée n'a pas commencé le 6 ou le 7 octobre. Elle a commencé en 1990. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà. Même si moi, je ne fais pas partie de cette lutte armée, elle existe depuis les années 90. Maintenant, les suspicions envers le FRUD, ils vont devoir en répondre ici, le fait d'agir au moment des élections. Donc, et les différentes questions que vous allez leur poser. Exactement. Ce sera avec plaisir d'entendre. Voilà. Donc, l'anesthésie vient de là. L'anesthésie, c'est une armée qui est mal lotie, une armée qui a facilement accès aux drogues, mais une armée qui est commandée par des incompétents, corrompus, une famille et des proches. Et maintenant, c'est ça que les gens aussi doivent savoir, c'est que l'armée doit connaître une certaine balance communautaire. Djibouti est composé de communautés. Ils ont joué aussi sur ce jeu-là pour utiliser le clan des Issa. Ils ont éliminé les autres communautés en prenant en otage ce même clan qu'ils utilisent, dont ils utilisent la force quand ils veulent. Buldoko, c'était des Issa qui étaient. Oui, c'était des Issa. Donc, si l'armée était Issa, il n'aurait pas fait le massacre qu'elle avait fait à Buldoko. Non, mais aujourd'hui, ce qui est un fait, c'est que 80% de l'armée est composée de Issa. Ça, c'est quelque chose que moi, je peux vous le dire. Mais ces 80% de Issa, 80% des commandants sont issus du sous-clan des Mamassan. Et donc, ça, c'est une réalité. Et plusieurs activistes Issa l'ont dit. On a les témoignages. Et moi, en tant que militaire, ça, je le sais. Mais le plus gros souci, c'est que cette armée est vue comme une armée d'occupation
Dans le nord. Dans Très le bien. nord. Voilà. Merci, merci, Capitaine. En tout cas, activiste aujourd'hui, on peut dire activiste Omar Ali Hassan. Bien Donc, sûr. merci pour votre éclairage, on va dire, sur l'état de l'armée djiboutienne. Nous allons diffuser effectivement cette émission en deux. Donc, vous allez suivre avec nous et on espère qu'on aura ceux qui veulent répondre aussi à tout ce que vous avez dit. Nous, que ce soit Foot, que ce soit du gouvernement djiboutien ou ailleurs, nous les invitons sur la voie de Djibouti pour qu'ils puissent exprimer et dire aussi leur vérité. Vous avez dit votre vérité. On espère qu'il y aura d'autres qui vont dire aussi leur vérité sur l'état de l'armée djiboutienne. Merci encore une fois. Mon dernier message. Oui. Donc, moi, je l'ai dit et je l'ai répété. Donc, mon dernier message, c'est que la situation dans laquelle se trouvent les Djiboutiens, la première responsabilité revient bien sûr au président autoproclamé Ismaël Omar Guelleh et à tous ceux qui sont au pouvoir et qui ont le pouvoir de changer les choses. Donc, je lance un appel à la société civile, toutes ses composantes, mais aussi à mes frères d'armes et à l'opposition, de s'exprimer, de refuser d'aller droit vers un gouffre. Et vous savez très bien la situation qui se passe aussi dans les affaires du sultanat, des affaires traditionnelles, les ingérences, nous avons parlé, oui, les ingérences du gouvernement dans les affaires traditionnelles qui créent la zizanie au nord entre la communauté Afar là-bas, qui est en train de préparer l'intronisation de leur sultan. Donc, je dis que la responsabilité revient à chaque Djiboutien de sauver ce pays parce que nous sommes tous condamnés à vivre sous le même toit. Et les premiers responsables sont les personnes qui ont le pouvoir de changer les choses, la société civile, l'opposition, les hauts gradés et les fonctionnaires. Et donc, il faut s'exprimer, il faut dire non. Voilà. Et sans oublier, bien sûr, les partenaires, les forces stationnées à Djibouti, les forces françaises, les Américains, les Chinois, de faciliter une transition démocratique et pacifique à Djibouti. Voilà. Merci. Merci encore une fois, capitaine, activiste Omar Ali Hassan. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.